Qui est Toji Fushiguro? C'est ainsi qu'on en arrive à la troisième vidéo donc de cette trilogie d'analyse philosophique de JJK. Je vous invite donc à regarder ma vidéo sur Gojo et son analyse philosophique, mais aussi ma vidéo sur Geto qui sont sorties précédemment. Quant à Toji, nous allons analyser ce personnage et voir qu'il a tout d'un événement dans l'univers de JJK. Un événement, à savoir le surgissement d'un élément dans la réalité qui va venir rompre avec un cycle, un ordre et aussi une certaine temporalité. Il est de par sa condition, à savoir un exorciste sans énergie occulte et qui donc ne peut être reconnu comme tel. Et par conséquent, il est rejeté par sa famille qui, rappelons-le, est une des 3 plus grandes familles d'exorcistes et donc est celui qui n'aurait d'une certaine façon jamais dû naître. Mais Toji, c'est aussi un homme qui, par ses actions, va profondément bouleverser le monde de JJK au point où il va perturber des plans qui ont été faits sur plusieurs décennies, voire siècles. Toji, c'est tout simplement celui qui n'aurait jamais dû exister, dont la trace est si puissante qu'on ne peut plus nier son existence et dont le poids des actions façonnera un monde qu'il a toujours rejeté. Mais alors, et plus en profondeur, en quoi Toji représente la figure d'événement dans l'univers de JJK? Et accessoirement, en fin de vidéo, pourquoi aimons-nous tant ce personnage? Notons par ailleurs qu'il s'agit de mon personnage préféré dans l'univers de JJK, car son écriture me touche à un point immense. Sur ce, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout afin de clore cette trilogie d'analyse philosophique de JJK, à commenter votre avis sur ce personnage dans la section commentaires, et aussi à vous abonner afin de soutenir au maximum les Full Metal Philo sur YouTube. Qui est Toji Fushiguro? Toji Fushiguro, de son nom de naissance Toji Zenin, est donc un membre d'une des 3 plus grandes familles d'exorcistes dans l'univers de JJK. Sa particularité est qu'il est né avec une restriction innée assez puissante, à savoir, il n'a pas d'énergie occulte. Par conséquent, il ne peut aucunement être considéré comme étant un exorciste, car rappelons-le, pour être considéré comme un exorciste, il faut disposer d'énergie occulte afin d'exorciser les fléaux. Un fléau ne peut être exorcisé que par l'usage d'énergie occulte. Toji n'en dispose tout simplement pas. De ce fait, il est rejeté par les membres de cette famille, quitte à être traité comme un chien pendant toute sa tendre enfance. Enfin, tendre, vous avez compris. Pour l'anecdote, concernant sa cicatrice, il l'a obtenue par le fait que ses parents le jetaient dans une fosse à fléaux pour voir s'il allait survivre. On a vu meilleur comme jeu entre parents et enfants. S'il survit, tant mieux. S'il survit pas, c'était dans l'ordre des choses. Tout cela l'amènera à se forger donc un caractère assez renfermé, mais aussi un rejet de tout ce qu'il y a dans le monde et aussi un grand détachement par rapport aux choses. C'est donc le personnage qui, dans ses années de formation, n'aura reçu aucune affection de la part de sa famille, mais aussi aucune reconnaissance de ses collègues exorcistes. Vous comprendrez donc que Toji a quitté l'exorcisme pour devenir un mercenaire, car sa restriction innée, comme toute restriction de l'univers de JJK, apporte quelque chose en échange. Et ce que Toji a obtenu, c'est un corps surpuissant et surdéveloppé. En effet, ses sens sont extrêmement accrus, son endurance et sa résistance aussi, et quant à sa force brute, n'en parlons même pas. C'est simple, si vous êtes dans un combat corps à corps avec Toji, fuyez, si vous en êtes capable. Et tel Maki, il dispose d'un panel d'armes déjà chargé en énergie occulte qu'il cache dans un fléau qui lui sert d'inventaire. Car rappelons-le, si l'on tue un exorciste sans l'exorciser d'une certaine façon, il se transforme en fléau. De ce fait, son style de combat va se baser sur ces divers éléments. Par son absence d'énergie occulte, Toji est invisible pour ses adversaires. En effet, ils ne peuvent pas sentir son énergie lorsqu'il est caché dans les alentours, et même Gojo, qui dispose du 6e œil, ne peut le percevoir. Ses sens accrus lui permettent de pister ses proies lors de ses tracks. Ils sont tellement accrus qu'il ressent l'air avec un niveau de sensibilité énorme, ce qui lui permet de se mouvoir de la meilleure façon possible. Et son corps, comme il est d'une certaine façon maudit, même son fléau qui l'accompagne, en l'ingérant, devient invisible à l'intérieur de son corps, lui permettant donc de devenir totalement indétectable. Tout cela lui permettra de consolider la réputation qui se fera à travers les années, à savoir celle de chasseur d'exorcistes. Mais un autre élément très important dans sa vie pour comprendre ce personnage. En effet, Toji n'est pas né Fushiguro, il est né Zenin. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Il s'est marié. Il s'est marié avec une femme qu'il a profondément aimée, a pris son nom pour symboliser le rejet de son passé d'exorciste et donc de sa famille, et a eu le 3e élément le plus important dans sa vie, à savoir Megumi. Nous analyserons la relation de Toji et Megumi en fin de vidéo. La rencontre avec sa femme va lui permettre de calmer ses démons, il va donc arrêter même d'être un mercenaire, ce qui va justifier la phrase qu'il n'arrête pas de répéter pendant son combat contre Gojo et Geto: je suis rouillé. Par conséquent, Toji redevient accro aux jeux d'argent, aux massacres, mais aussi aux diverses conquêtes qui ont de l'argent qui lui permettront donc de subvenir à ses besoins et donc d'entretenir ses autres vices, à savoir les jeux d'argent. Ainsi, Toji, par la perte de son bonheur conjugal, va redevenir ce personnage totalement détaché des choses, quitte à par moments oublier qu'il a un fils qui s'appelle Megumi.
un rapport au monde spécial dans un univers d'arts martiaux et d'exorcisme. Mais ce que Toji représente le plus, c'est la puissance de notre corps et le rapport de ce dernier au monde qui l'entoure. En effet, notre corps est le symbole même de notre ouverture à l'extériorité et à notre environnement. Il est la passerelle, le pont entre notre esprit, notre pensée et notre âme et le monde environnant. C'est par notre corps qu'il y a une interaction réciproque entre le sujet et l'objet de sa perception. Car oui, disposer d'un corps, c'est aussi accepter de recevoir une action du monde. Tout comme nous pouvons agir sur le monde. Nous ressentons des choses, c'est donc une accumulation d'informations qui va nous permettre de réagir face aux événements. C'est même la symbolique des rides et des cicatrices. Véritable marque du temps et de notre expérience dans le monde en tant que sujet, mais aussi preuve de notre vécu. Mais en quoi le rapport que Toji a avec le monde est particulier et en quoi cela nourrit notre interrogation première, à savoir que Toji représente la figure même d'événements dans l'univers de Jijika. Eh bien tout simplement parce que son rapport à son corps est l'élément qui le distingue le plus de tous les autres personnages dans cet univers. À part Maki, mais Maki est écrite pour devenir la future Toji. Car en effet, dans un monde où notre force est proportionnelle à l'énergie occulte que nous avons, notre façon d'en disposer et aussi à la famille dans laquelle on est né, lui ne se repose que sur des caractéristiques biologiques quasi animales lors des affrontements, renforçant une certaine dichotomie dans le sens où ce personnage est parfaitement inséré dans un monde qui lui-même le rejette. Rappelons que Toji a une conscience de tout ce qui l'entoure à travers son corps. Le seul autre personnage qui dispose de ce même niveau de conscience, eh bien c'est Gojo, faisant de Toji le parfait anti-Gojo et justifiant ses actions dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Quant à son style de combat, ce dernier nous apprend aussi des choses sur lui. Car si l'énergie occulte dont on dispose est une accumulation de sentiments négatifs, de peur, d'angoisse, qui va venir alimenter la puissance qu'il existe dans un exorciste, c'est donc le symbole même de notre intériorité imposée à l'extériorité qu'est le monde. Par conséquent, l'usage de cette dernière, c'est véritablement par la force qu'il y a en moi, je vais venir changer le monde qu'il y a autour de moi. Or, rappelons-le, Toji n'en dispose pas. De ce fait, dans les combats, à force de sauter sur les murs, à force d'utiliser justement l'air qui l'entoure, tout cela et tout, Toji se bat avec le monde. Il est d'une certaine façon vide, il n'est que corps, il n'est qu'un élément du monde. Et ça, l'Archibuya va encore plus le prouver pour ceux qui ont lu le manga. De ce fait, et contrairement aux autres exorcistes, Toji est celui qui domine les combats en appartenant et en s'insérant parfaitement dans un monde qui l'entoure, justifiant encore une fois son côté invisible. Ainsi, Toji n'est que corps, et c'est ce qui le rend sublime, parce que, on rappelons qu'on est dans un univers d'arts martiaux. Et le personnage qui nous permettra de plus comprendre le rapport de Toji à son corps, eh bien c'est sa fidèle héritière, à savoir Maki. Et si Toji n'est que corps, ça Akutami l'a très bien compris. Et son dessin vis-à-vis de Toji est fondamentalement différent de tous les autres exorcistes que l'on voit dans le manga. Mais ça, on en parlera plus tard. En quoi Toji est une anomalie dans l'univers de Jijika. Déjà, et vous l'avez compris, par sa nature même, que ce soit par le fait que ce soit un exorciste sans énergie occulte, son rapport donc au monde, mais aussi sa façon de combattre. Mais Toji est aussi une anomalie, un événement par les actions qu'il a réalisées dans cet univers. Kenjaku lui-même le dira. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il se rend compte d'à quel point il a bouleversé ses plans et a bouleversé le monde? Gojo, par sa naissance, a bouleversé le monde de l'exorcisme, et Toji, par ses actions, l'a encore plus bouleversé. Encore une fois, c'est l'anti-Gojo. Mais en même temps, c'est grâce à lui que Gojo a pu devenir cette figure divine dans l'univers de Jijika. Car rappelons-le, sans lui, Gojo n'aurait jamais atteint ce niveau divin, il ne serait jamais devenu The Honored One dans l'univers de Jijika. Il fallait quelqu'un qui puisse, tuer Gojo. Il fallait quelqu'un d'assez puissant pour le mettre à genoux. Il fallait donc que Gojo connaisse la défaite la plus totale pour pouvoir maîtriser cette technique qu'il ne pouvait pas maîtriser jusque-là, parce qu'il fallait que son cerveau connaisse ce moment de peur ultime. C'est donc grâce au coup mortel de Toji que Gojo a pu révéler le plein potentiel de son sixième œil et de son sort de l'infini. Mais si Gojo était la seule victime de Toji, ça se saurait, parce que l'autre personnage qui va totalement changer par Toji, eh bien c'est Geto, renforçant encore une fois le fait que Toji a traumatisé des enfants dans l'univers de Jijika alors que c'est un quadra chômeur, alcoolique, accro au jeu d'argent. Il n'avait pas mieux à faire ce jour-là. Son affrontement avec Geto est celui qui va totalement chambouler ce dernier et fragiliser encore plus ses convictions, amenant Geto à connaître son renversement moral. Mais pour cela, j'ai déjà sorti une vidéo la semaine dernière qui est déjà dispo sur ma chaîne. Geto usera même du terme macaque que dira Toji lorsqu'il l'aura battu en disant: vous avez été battu par un simple macaque, vous qui avez été béni par de l'énergie occulte et des sorts incroyables, symbole même de la trace qu'a eu ce dernier sur ce personnage.
personnage, prouvant encore une fois que les actions de Toji sont indélébiles dans le monde de JJK et l'ont totalement bouleversé. Et enfin, et c'est le plus évident, les actions que cela aura sur Tengen et le fait qu'il aura tué le plasma stellaire. Tengen ayant besoin du plasma stellaire afin de conserver une conscience humaine et pouvoir conserver aussi sa volonté et ne pas devenir un être donc suprasensible, tout cela qui va justement potentiellement se retourner contre les exorcistes car il pourrait bouleverser l'ordre naturel des choses. Et sans vous spoiler, il va totalement ruiner les plans de Sukuna et Kenjaku, mais ça vous le verrez plus tard. Bref, Toji, dont la narration de Jujutsu Kaisen est l'élément qui représente le plus ce qu'est un événement, à savoir un surgissement qui va venir perturber une quotidienneté, un déroulement normal de la temporalité. Pourquoi aimons-nous tant Toji malgré le fait que ce soit un antagoniste? Il est indéniable que l'esthétique de ce personnage joue un rôle majeur dans l'appréciation de ce dernier, attisant d'une part le désir chez une grande partie de la communauté de fans, mais aussi l'admiration chez l'autre, voire les deux. Mais cet effet qu'a Toji sur la fandom n'est pas dénué de sens, au contraire. Toji représente la puissance du corps et le rapport harmonieux de ce dernier avec le monde. De ce fait, son corps doit être sublimé et ça, Akutami l'a très bien compris. Petite note, la plupart des personnages de JJK sont dessinés avec des lignes de mouvement assez rigides. Regardez cette planche et regardez Toji en face. Là où Toji est une véritable courbe dans ses mouvements, montre à quel point il est souple, Gojo lui est totalement rigide. Et l'élément qui va encore plus soutenir cela dans la lecture du dessin du personnage, eh bien c'est son verre. Son verre va venir entourer son bras lorsque le regard doit se déposer tout au long de ce dernier pour souligner sa musculature, mais aussi entourer ses hanches lorsqu'il s'agira de souligner à quel point sa taille est fine comparée à ses épaules, montrant encore une fois que le dessin d'Akutami est totalement maîtrisé, encore plus concernant ce personnage. Mais personnellement, ce qui me plaît le plus dans son personnage, c'est son écriture et la beauté de cette dernière. De ce fait, il est nécessaire de finir cette vidéo avec les deux points qui justement justifient à quel point Toji est un personnage apprécié, à savoir ses deux morts, mais aussi son rapport avec Megumi. Sa relation avec Megumi et ses deux morts. Toji meurt 2 fois dans l'univers de JJK. Cependant, ces 2 morts nous en apprennent tellement sur ce personnage. Bien évidemment, nous quittons un peu le cadre de la philosophie pour parler plus intimement de ce personnage et plus précisément de sa narration. De ce fait, le point commun entre ces 2 morts est l'unique pensée qu'il conserve juste avant de trépasser, à savoir son fils Megumi, venant rétablir quelque chose qui est considéré injustement dans cet univers, c'est que Toji n'aimait pas son fils. Au contraire, il adorait son fils. Car oui, on aime bien dire que Toji a abandonné son enfant, l'a vendu et encore pire à la famille qui l'a tant rejeté. Mais justement, par sa seconde mort et ses planches, on apprend justement qu'il a vendu son fils par manque de considération pour lui-même, qui se juge comme ne méritant pas sa place dans ce monde. En effet, même si dans le combat il semble pleinement inséré dans ce dernier, le monde, lui, ne cesse de lui manifester des signes de rejet, que ce soit par sa famille, mais aussi tous les signes de malchance que l'on voit dans l'animation de JJK, à savoir le fait qu'il n'arrête pas de perdre au jeu de hasard, mais aussi ce petit élément folklorique dans la culture japonaise, à savoir les baguettes. Lorsqu'on les rompt mal, c'est un signe de malchance, et lorsqu'on les plante à la verticale, c'est aussi un signe de malchance, montrant que Toji, le monde le rejette, et d'une certaine façon, il en a rien à faire. Vous comprenez qu'il n'en a rien à faire aussi, parce qu'il est totalement détaché, et que ça lui importe peu de mourir. Quoique, justement, dans sa mort, le seul élément qui revient à son esprit, prouvant que, encore une fois, c'est une personne qui aimait profondément son fils, eh bien, c'est ce dernier. Et aussi sa femme, bien évidemment. Le détachement avec Megumi est en réalité un détachement seulement en apparence. N'oublions pas ce que signifie le prénom de Megumi, et il le dira, ça signifie bénédiction. À un moment où il va justement dire à Geto qu'ils ont été battus par des macaques, eux qui ont été bénis par le monde et par justement ces sorts innés qui leur ont été donnés avec leur énergie occulte, son fils, en disposant d'énergie occulte, c'est une véritable bénédiction dans sa vie, car il va être béni par ce cadeau que lui a fait l'univers, mais c'est aussi une bénédiction pour lui, car il a enfin réalisé quelque chose de significatif dans sa vie, à savoir avoir un enfant. Prouvons que ce dernier l'aimait véritablement, et lorsque justement il meurt une deuxième fois, c'est après avoir su que son fils n'a pas été vendu aux Zenin, qu'il est Fushiguro et qu'il est donc hors de danger, et donc il s'assène une mort et part en paix. Gege Akutami le dira aussi dans le guidebook, mais Toji justement n'a aucun intérêt à être encore une fois ressuscité ou autre, parce que Toji n'a aucun intérêt à vivre dans ce monde, à part pour savoir que son fils va bien. Toji est donc le personnage qui, malgré le rejet constant que le monde aura eu sur lui, son nihilisme et son détachement surtout de ce qui l'entoure, a parlé
d'argent et les divers conquêtes pour se substanter, mais bon, cela montre davantage la conception absurde que ce dernier a de l'existence, et bien évidemment, l'absence totale de reconnaissance de ses pairs va avoir la plus grande influence sur le monde par ses actions, mais aussi par un fils qui jouera un rôle majeur dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Et vous, quel est votre avis sur ce personnage, et quel est votre personnage préféré dans l'univers de Jijika? C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.